règle générale, jamais de révolution sociale sans terreur. Toute révolution de cette nature ne peut être dans le principe qu'une révolte. Les temps et les succès parviennent seuls à l'ennoblir, à la rendre légitime. Mais encore une fois, on ne peut y parvenir que par la terreur. Comment dire à tous ceux qui remplissent toutes les administrations, faisaient donc toutes les charges, jouissant de toutes les fortunes. Allez-vous-en? Il est clair qu'ils se défendront. Il faut donc les frapper de terreur, les mettre en fuite, et c'est ce qu'ont fait la lanterne et l'exécution populaire. La terreur en France a commencé le 4 août, lorsqu'on a aboli la noblesse, les dîmes, les féodalités, et quand j'étais tous ces débris au peuple, et se les partagés, n'a plus voulu les perdre et tuer. Alors seulement il a compris la révolution et s'y est vraiment intéressé. Jusque-là, il existait assez de morale et de dépendance religieuse parmi eux, peu qu'un grand nombre douta que, sans les rois et les dîmes, les récoltes pouvaient venir comme des coutumes. Toutefois, concluait l'empereur, une révolution est un des plus grands maux dont le ciel puisse l'affliger. La terre, c'est le flot de la génération qui exécute tous les avantages qu'elle procure ne sauraient égaler les troubles dont elle remplit la vie de leur auteur. Elle enrichit les pauvres qui ne sont point satisfaits. Elle apparit les riches qui ne sauraient l'oublier. Les bouleverse tout. Au premier moment fait le malheur de tout, le bonheur de personne. Le vrai bonheur social, il faut en convenir, est dans l'usage paisible, dans l'harmonie des jouissances relatives de chacun, dans le temps régulier et tranquille et chacun de son bonheur. Le cordonnier est aussi heureux dans sa boutique que voit sur le trône. Le simple officier jouit autant que son général. Les révolutions les mieux fondées détruisons tout à l'instant même et ne remplaçons que dans l'avenir. La nôtre assemblée d'une fatalité irrésistible. C'est qu'elle a été une éruption morale aussi inévitable que les éruptions physiques ou vrai volcan. Quand les combinaisons chimiques que produisons celui-ci sont complètes, ils éclatent. Les combinaisons morales que produisons une révolution était un point chez nous, elle a éclaté. Nous demandions à l'empereur s'il croyait qu'il était possible d'arrêter la révolution à sa naissance. Il le croyait sinon impossible, du moins bien difficile. Peut-être, disait-il, aurait-on pu conjurer l'orage ou le détourner par quelque grand acte machiavélique en frappant d'une main de grands individus et en concédant de l'autre à la nation, en lui accordant franchement la réformation qui demandait le temps et dont une partie avait déjà été mentionnée dans la fameuse séance royale. Est encore tout cela achevé l'empereur? N'eût-il été que se saisir de la révolution et la diriger soi-même et penser que quelque autre combinaison de leur sorte eût pu réussir. Peut-être encore au 10 août, si le roi fût demeuré vainqueur. Les deux époques, selon lui, étaient les seules que on peut présenter quelque chance désespérée parce que lors de Versailles, la nation n'était point encore tout ébranlée et qu'au 10 août, elle était déjà bien fatiguée. Mais les hauts intéressés observer l'empereur n'étant pas détail pour ces difficiles époques. L'empereur parcourut rapidement
la série de fautes commises. Ensemble, on faisait pitié, conclut-il. Il fallut premier ministre à Louis XVI et Messieurs Necker ont sous-ordre peu les finances. Les premiers ministres ont dû être inventés, surtout peu le dernier règne de notre monarchie. Et précisément, il était devenu dans les principes l'amour propre du jeu, de n'en vouloir point prendre. On a beaucoup parlé de la conduite équivoque de plusieurs grands personnages. Dans ce temps de crise, l'empereur a dit « Nous condamnons Louis XVI, mais indépendamment de sa faiblesse, il a été le premier prince attaqué. C'est à lui sur lequel les nouveaux principes faisaient leur essai. Son éducation, ses idées aînées, les portaient en croix de bonne foi, comme Louis appartenant tout ce qu'il cherchait à défendre ouvertement ou en secret. Même dans ces manques de foi, il pouvait y avoir une espèce de bonne foi, s'il est permis de parler ainsi. Plus tard, et chacun en sait davantage. Une même conduite serait bien plus inexcusable, bien autrement condamnable. Qu'on ajoute que Louis XVI avait tout le monde contre lui, et l'on pourra se faire une idée des difficultés, sans nombre, que la fatalité sembla prendre plaisir à accumuler sur ce prince infortuné. La fatalité des Stuarts, dont on a-t-on parlé, n'a pas été plus malheureuse. Mercredi 4, sur les gardes du corps, un déserteur parmi nous. L'empereur m'a fait appeler après son déjeuner. Il était étendu sur son canapé, au milieu de plusieurs livres. Sa tête demeurait encore couverte de madras de la nuit. Son visage semblait défait. « Mon cher, » m'a-t-il dit, « je me sens fatigué. Voilà bien des livres que j'ai pas cru. Rien ne m'attache toutes mes déplaies. Je m'ennuie. Et sous œil dirigé sur moi, cet œil si vif d'ordinaire était en ce moment m'en exprimé bien davantage. Asseyez-vous là, m'a-t-il dit en montrant une chaise près de lui chargée de livres et causant. Et il s'est mis à parler de l'île d'Elbe, de la vie qu'il y avait menée, de quelques visites qu'il y avait reçues. Puis il m'a questionné sur notre existence à Paris, à cette époque correspondante sur la queue, sa physionomie, et la conversation l'ayant amené à mentionner la garde du corps. Sire, c'est permis de lui dire quelqu'un. Dans votre suite, parmi nous, se trouve un de leurs déserteurs. Comment cela expliquer? C'est parce qu'au moment de la Restauration, un des capitaines de garde pour qui j'ai beaucoup d'affection et qui m'en avait toujours témoigné, malgré la différence de nos opinions, m'offrit de placer mon fils dans sa cabine, me disant qu'il y traiterait comme le sien. Je lui ai objecté qu'il était trop jeune, que cela ferait tort à ses études, et comme il m'assurait que non, je lui ai demandé la permission de réfléchir. Quand j'en parlais ailleurs, on se récria sur la bonne fortune que je vais dédaigner. C'était une grande faveur, me disait-on, parce qu'on très peu de temps. Et sans interrompre son éducation, mon fils deviendrait susceptible d'un très bel avancement. Je fus donc témoigner au capitaine des gardes qu'il avait dû me trouver très ridicule de ne pas m'être montré plus reconnaissant, et il m'avoua qu'il s'était bien aperçu que je n'avais pas compris. Toutefois, par une circonstance ou une autre, votre Majesté est revenu avant que mon fils n'eût eu l'honneur d'être présenté à son colonel, et comme à notre départ puis Sainte-Hélène, j'ai été l'enlever à son lycée. Et voilà, l'Allemand est Dumont, un déserteur. L'empereur en a beaucoup ri et terminé
disons, c'est que c'est pourtant que les révolutions, que le croisement d'intérêts, de rapports, d'opinions, heureux encore quand elles, disons, bon, pas les familles auxquelles ne mettons pas aux prises les mieux amis. Et de là, il est passé à me questionner sur ma famille et a fini par me dire, mais j'ai vous, donc Alphonse de Beauchamp, votre nom parmi des royalistes qui, les 30 mars, provoqueront à la royauté sur la place Louis XV. Je vois bien que ce n'est pas vous. Je crois même que vous m'avez déjà expliqué cela, mais l'idée ne m'en est pas restée. Si c'est un cousin de mon homme, cette citation me gêna un peu dans le moment et j'ai réclamé vainement dans les journaux ce qu'il y avait de plaisant, ce que le cousin réclamait vivement de son côté pour qu'on spécifiât bien que c'était lui. Je crois bien que la dénomination ici générale était une bienveillance de l'auteur qui j'avais vu jadis chez moi et qui voulait peut-être par là me ménager une occasion de me faire valoir. Si j'en avais l'envie, du reste, je dois à ce cousin la justice de dire que me trouvant, moi, près de votre majesté, je lui offris maintes fois de demander la faveur de vouloir bien le placer dans votre maison ou autrement. Et il me refusa constamment. Je lui souhaite aujourd'hui d'en trouver la récompense. L'offre a révité, mon Dieu, ce qui sont pourtant les révolutions, comme elles bouleversant tous les intérêts privés. Et c'est la masse de ces blessures privées qui cause le ferment général et rendent ces secousses si aigres, si haineuses, si violentes.